Ok, donc je vous propose qu'on commence. Alors ça va être beaucoup moins intensif qu'hier, enfin j'espère. Ça- Quand même, là l'idée c'est que ça soit un peu plus interactif et puis que vous puissiez tester des choses par vous-même. Mais je vais quand même commencer par une petite présentation. Euh, Après, on pourra faire des tests entrecoupés pour cette présentation. Donc déjà, avant de commencer, qui parmi vous a déjà utilisé des algos C++, du genre std transform, std for each, std, enfin tout ce genre de sorcellerie. Ah oui, quand même déjà. Ok. Oh, c'est bien, vous n'allez pas trop être dépaysé. Euh, donc ce genre de sorcellerie, ça existe depuis C++ 11. Euh, et donc, si je pars d'un produit de Hadamard, parce que vous commencez à me connaître, j'aime bien les produits d'Hadamard. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est un produit élément par élément de 2 vecteurs. Et en fait, classiquement, euh, pour calculer ça, on a donc ce produit élément par élément et on va écrire quelque chose qui ressemble à ça. On a une boucle, on parcourt tous les éléments, donc ça on vous a déjà montré ça hier, et après on a tab x, tab y, on récupère un élément, on fait le produit et ça se passe bien. Mais en fait, ça pose un problème quand même, c'est que on explicite un ordre de calcul qui n'est pas forcément nécessaire. Alors, il y a Vincent qui vous a quand même montré hier que quand vous faites des sommes ou des choses comme ça, des réductions, il peut se passer des choses et si vos données sont pas bien conditionnées, vous pouvez avoir des mauvais résultats. Mais là, on est élément par élément, il y a pas de somme à très grande échelle. Donc, a priori, l'ordre n'a pas d'importance, mais c'est un petit peu dommage de l'expliciter là-dedans quand même. Donc en fait, on fait une boucle for en disant on parcourt les éléments les uns après les autres, et puis après on se dit ouais, mais finalement, c'est pas vraiment utile. Donc c'est de là aussi que vient donc l'ST transform donc dans les algorithmes C++, et ça ressemble à ça. Alors c'est quand même pas forcément trivial, mais comme vous l'a très bien dit David hier, bah, les lambda à un moment il faut s'y faire. Donc l'idée c'est vous donner un itérateur euh, de départ pour un des tableaux, l'itérateur de fin pour le même tableau, et après vous donnez que les itérateurs de départ pour le deuxième tableau que vous voulez calculer et l'itérateur de départ pour le résultat que vous voulez avoir. Et après, vous passez une lambda. Donc là, comme j'ai 2 paramètres, j'ai 2 tableaux en entrée, ben en fait j'ai 2 floats ici et j'ai un résultat ici, donc qui est envoyé par le return de ma lambda. Ça, ça a quand même des bonnes propriétés, c'est que là-dedans, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de notion d'ordre. Bon, même si techniquement, là, c'est une boucle for qui est planquée sous le tapis, il n'y a pas de notion d'ordre. Mais le petit problème là-dedans, c'est que c'est quand même très compliqué par rapport à une boucle for, et en fait, tout le monde s'en fout. Mais depuis C++17, il y a quelque chose qui est intéressant là-dedans, ce sont les exécutions. Donc les std execution policy. Donc là, je vous ai mis un parent sec, mais en vrai, là-dedans, vous pouvez en avoir 4. Donc vous pouvez dire, je m'exécute de manière séquentielle ou non séquentielle. Ils disent pas vectorisé, ils disent juste non séquentielle. Après, l'implémentation fait ce qu'elle veut derrière. Parallèle ou parallèle et non séquentiel. Donc typiquement, si vous voulez paralléliser et vectoriser en même temps ou utiliser un GPU de manière globale, enfin des choses comme ça. Donc là, pour le coup, ça commence à devenir intéressant. Mais On peut t'interrompre oui, D'accord. bah, c'est avec le Et micro, ouais, vas-y, ah oui, en en plus plus tu as j'ai le le micro, micro. alors Ah oui, profites-en. j'en profite, j'ai le micro. Donc le transform, tu confirmes que ça peut être dans n'importe quel ordre? Je pensais que c'était ça suivait l'itérateur dans l'ordre habituel. Oui, le transform, enfin, ce transform-là, avec le unsec ou le parunsec ou des choses comme ça, il fait ce qu'il veut derrière. Ah, c'est parce qu'il y a le unsec. Ouais, Ok. c'est parce qu'il y Ok, a, j'ai il y a compris. quand il fait le sec, tu as la garantie que c'est dans l'ordre. Quand C'est il y a un petit rien par peu, défaut, il y voilà, a l'ordre. c'est comme, bah, c'est dans les spécifications dans C++ référence, quand vous regardez la différence entre accumulate et reduce, par exemple. Accumulate va vous garantir qu'il va le faire dans l'ordre, alors que reduce, il fait ce qu'il a envie. Donc, quand tu C'est, spécifies rien, c'est dans l'ordre. quand tu La spécifies première rien, version, C++, je suppose qu'il avant arrive là, 17, normalement. Donc là, pour le c'est coup, dans c'est une l'ordre. boucle for derrière, toute bête. Euh, donc là, on va essayer de vectoriser notre calcul. Donc petit rappel d'hier. Donc la vectorisation, comme on vous l'a dit, c'est le fait de faire plusieurs calculs identiques, mais sur des données différentes en même temps.
Donc en SSE4, 4 calculs de float, par exemple, en même temps, en AVX8 et en AVX 512-16, pourvu que vous arriviez à remplir votre cache L1 correctement, parce qu'autrement, évidemment, ça va poser problème. Et typiquement, pour avoir ces informations, vous regardez sous Linux dans proc CPU info, ou sous Mac, vous avez une superbe commande pour récupérer ça. Et comme je suis joueur, je vais vous le faire en direct. Donc si je fais un 4 proc CPU info et que je fais ça, vous voyez que j'ai tout un tas de bazar. Et si je dis grep AVX, là, il va me mettre en évidence le fait que j'ai du AVX et du AVX2 ici. Donc j'ai pas de AVX 512 hein, sur un laptop, c'est quand même un peu excessif. Mais voilà typiquement comment on fait pour récupérer les informations, les informations de l'architecture qui nous intéresse. Sachant qu'en vrai, là, comme on fait que du calcul sur des floats, AVX ça suffit, AVX2 c'est plus pour les entiers. Bon, il y a aussi des trucs de préfetch en plus, mais typiquement ça suffit. Alors après, pour vectoriser, il faut aussi des bonnes propriétés. Donc on vous l'a dit hier, mais on le redira jamais assez. Il faut que les données soient contiguës. Si les données sont contiguës, ben, on peut rentrer toutes les données dans un registre vectoriel et on va pouvoir faire des calculs avec, quelle que soit sa taille. Mais si vos données ne sont pas contiguës parce que ben, vous avez fait de l'objet et que vous avez mis plein de données qui n'ont rien à voir les unes après les autres, ben, vous ne pouvez pas vectoriser. Donc d'où encore l'intérêt, on n'insistera jamais assez d'utiliser des tableaux et des choses comme ça. En plus, avant, donc il fallait aussi aligner les données. Donc vous utilisez avant, donc c'était plus un malloc ou un new qu'il fallait utiliser, mais c'était plutôt un memeline ou un POSIX memeline. Alors maintenant, il y a un std align malloc depuis C++17, donc ça évite de s'embêter à récupérer la fonction C et à faire un truc pour si on est sous Mac et si on est sous Linux, parce que c'est pas la même interface. Là, au moins, ça a le mérite d'être commun maintenant. Et du coup, l'idée, c'est alors ça, en plus, on va faire un petit peu de Macao aussi. Donc l'idée là, c'est si vous avez votre tableau qui est aligné sur une frontière de registre vectoriel, en termes de mémoire, dès le premier élément, vous pouvez charger en mémoire la totalité de ce registre vectoriel, ou l'écrire pour faire des calculs avec. Si c'est pas le cas, en fait, votre compilateur, qui est assez malin, il va vous faire ce qu'on appelle un pile. C'est-à-dire qu'en fait, il va faire une petite boucle toute bête pour faire des calculs jusqu'à ce qu'il arrive à une frontière de registre vectoriel, et après seulement il vectorise. Et à la fin de votre tableau, si vous n'avez pas un multiple de la taille de votre registre vectoriel en nombre d'éléments, il va faire ce qu'on appelle un tail, c'est-à-dire que de la même manière, il va faire une petite boucle for pour terminer votre tableau. Donc c'est les éléments qui sont plus petits qu'un registre vectoriel. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais si vous avez des petits tableaux et que vous avez des gros registres vectoriels, et ben, ça peut faire très très mal en termes de performance. Et donc c'est pour ça que c'est important aussi de faire attention à ce genre de choses. Oui, bah prends le micro, prenez le micro parce qu'après, après quand vous, voilà exactement. Pardon. Ok. Maintenant, je fais un vecteur. Oui. Et je fais un autre vecteur. Hmm. Les, le pointeur pour gérer le vecteur, c'est qui sont de positions différentes. Comment je peux aligner les deux vecteurs comme ça pour vectoriser? Faut que les deux vecteurs doivent être alignés chacun de leur côté. Ils sont pas forcément à la même adresse. Ils peuvent être à n'importe quelle adresse Oui. dans la mémoire, mais par contre, il faut que l'adresse soit un multiple de la taille du registre vectoriel en fait. Donc typiquement, si tu fais un modulo entre ton adresse ton adresse en octet et la taille du registre vectoriel, il faut que tu aies 0. Et si tu as ça, ça veut dire que tu es aligné. Et si tu es aligné, le compilateur va être content. Et le size, le taille de vecteur, Alors la taille du vecteur, c'est là où c'est un peu compliqué. Là, pour les cours, pour les premiers cours, enfin les tout premiers exemples qu'on va faire ensemble, j'ai postulé que vous étiez sur AVX2, donc je vous ai mis 32 dans le. Donc je vous ai fait une petite macro dans ces mecs qui dit votre taille c'est 32. Si vous utilisez les machines de gens sur Kubernetes, a priori vous aurez plutôt 64,
mais ça se change facilement. Techniquement, ce qu'on peut faire, c'est justement récupérer les infos dans proc CPU info pour dire ah mais en fait je suis sur AVX, du coup la taille c'est 8, ah je suis sur AVX 512, donc en fait la taille c'est 16, etc. Euh, donc après, il y a des manières plus ou moins classe pour faire les choses, mais voilà, pour le moment, le compilateur n'est pas si sympa que ça, il nous file pas l'information, c'est dommage parce qu'il l'a. Mais bon, j'espère qu'un jour ça arrivera cette histoire. Alors il y a une autre propriété très importante, il y a une autre promesse qu'il faut faire au compilateur quand on fait ça, classiquement, c'est qu'il faut lui dire, je te promets que mes données, mes deux tableaux ne se marchent pas dessus. Donc par défaut, si vous définissez des pointeurs comme ça, le compilateur, il ne peut pas savoir si vous n'avez pas fait ce genre de sorcellerie. Et du coup, il va se dire, ah, bah non, moi, je n'ai pas la garantie que mes pointeurs ne se marchent pas dessus, donc bah, je ne fais rien. Mais par contre, si vous lui dites restrict, il va vous dire, ah, ok, d'accord, là, je suis sûr que je suis dans ce cas-là. Alors, si vous lui avez menti, vous allez avoir un segmentation fault. Mais si vous lui avez pas menti, il va commencer à essayer de faire des choses. Micro. Alors, justement, j'y viens. Je disais, si je utilisais des vrais outils C++ modernes, Array Vector. Oui, justement, ça c'est le passé, mais c'est bien de refaire un point pour vous montrer la galère que c'était avant de vectoriser. Parce qu'il faut donner énormément d'indices au compilateur, et justement, c'est là où j'y arrive. Ensuite, en plus de ça, il faut dire au compilateur, je te promets que les données que je te passe, elles sont alignées, parce qu'il ne peut pas le savoir, en fait. Donc, il faut lui dire, faut aligner les données, mais en plus, il faut lui dire, je te promets qu'elles sont alignées, autrement, il va rien faire. D'où le 32 que je vous ai mis dans les, dans les exemples CMake, histoire de simplifier les choses. Hein. L'idée, c'est pas d'avoir une montagne de dépendants juste pour faire ça. Et en plus, bon, ça, on n'y coupera pas quand même aujourd'hui. Il faut lui dire F3 vectorize pour lui dire, voilà, on active la vectorisation. Après, marche égale natif, ça veut dire gère que l'architecture du host. Après, vous pouvez mettre n'importe quelle architecture pour compiler pour toutes les architectures que vous voulez sur n'importe quelle machine. C'est juste que vous ne pourrez pas forcément exécuter parce qu'il va potentiellement vous dire pas d'instruction. Mtune égale natif, c'est pour dire, OK, je veux que tout ce qui concerne l'optimisation, mais que pour ce CPU-là. Ça vous permet aussi de ne pas vous embêter à faire des passes qui servent à rien. Donc, justement, ce qu'on disait hier, c'est réduire le nombre de passes. Ça peut gagner du temps. Et la toute dernière, alors qui est dispensable maintenant si vous utilisez des compilateurs comme G++11, mais si vous utilisez des compilateurs un peu plus vieux, vous allez quand même devoir le mettre, le MAVX2, AVX512, enfin AVX512F, AVX512WQ, enfin, en fait il y en a 20 des AVX512, on ne vous l'a pas dit hier, mais il n'y en a pas qu'un seul d'AVX512. Ou M, SSE4, SSE4.1, SSE4.2, SSE3, enfin voilà, il y a tout un tas de trucs à mettre. Maintenant, si vous lui dites marche égale native, Mtune égale native, vous n'êtes pas obligé de mettre le AVX, le moins M AVX qui va bien si vous avez Clang 14 ou G++11. Donc de ce point de vue-là, vous lui dites, voilà, vectorise pour cette architecture-là, il va se débrouiller. Avant, ce n'était pas le cas. Et le tune est obligatoire? Il va tester toutes les architectures, même si tu demandes seulement de générer le natif? Bah, de ce que j'ai testé, ça aide. Après, j'ai pas testé ce genre de truc avec G++13 ou En tout cas, c'est plus G++12. rapide si tu Peut-être mets. que là, il s'en sort mieux, mais avec le 11, c'est bien de le mettre. Mais après, ça va certainement évoluer cette histoire. On commence déjà à avoir quelques paramètres de moins à passer, et ça, c'est bien. Donc, si je résume la situation, avant, c'était quand même une grosse galère. Fallait aligner les données, donc là, on a un SX malloc pour planquer le POSIX memoline ou le memoline. Il faut lui dire que les données ne se marchent pas dessus, il faut lui redire que les données sont alignées, et en plus, il faut lui passer des flags de compilation pour lui dire, s'il te plaît, vectorise. Et après, donc ça c'est une chose que vous a dit un petit peu Adrien hier, vous pouvez lui demander de faire un F3 vectorize verbose pour qu'il vous explique est-ce qu'il a vectorisé, est-ce qu'il n'a pas réussi, pourquoi est-ce qu'il n'a pas réussi. Bon, sachant que des fois, il vous ment un petit peu. Mais, mais voilà, vous pouvez demander de la verbosité que pour cette passe-là si vous êtes intéressé aussi. Mais c'est quand même compliqué de faire ça. On aimerait bien se passer de tout ce bazar. Et du coup, comment est-ce qu'on a des performances avec Unsec? Donc là, je prends mon produit de Hadamard en O3. Donc vous voyez que là, j'ai changé de compilateur par rapport à hier. Là, ça se passe mieux. C'est pas la même version de compilateur.
Enfin, pas tout à fait la même, c'est toujours un G++11, mais ça doit être un 11.3 et pas un 11.2. Donc là, il s'en sort mieux. Donc là, c'est la marche d'escalier qu'on aurait dû avoir hier, qu'on n'a pas eu. Si je vectorise à la main, donc comme je vous ai montré tout le bazar d'avant, on a des perfs vectorisés. On a notre célèbre marche d'escalier parce que... Tiens d'ailleurs, petite question subsidiaire, pourquoi on a une marche d'escalier? Oh la vache, Lié au j'ai cache. jeté un froid. C'est lié au cache. Ouais, mais toi, t'es prof, Ah, c'est de la ah, triche. j'ai pas dit. Ouais, c'est une bonne réponse. Donc là, en fait, vous voyez ici, on accède aux données très rapidement parce que c'est un produit de Hadamard, on fait qu'une seule multiplication. Donc, bah, typiquement, on ne peut pas dire qu'on fait beaucoup de calculs. Et donc, on est limité par les IO. On est limité par le fait de descendre les données en cache et de lire en cache. Et donc là, vous avez le cache L1 et ici, vous avez le cache L2. Et si vous vous rappelez du super plot que je vous ai montré hier avec mon ordi sur HWLocalS, en fait, là, ça tient dans le cache L1 parce que le cache L1 des cœurs de calcul de mon ordi, ils sont à 48K et pas à 32. Donc c'est pour ça que là, on va jusqu'à 4000 et que ça se passe bien. Parce que c'est 4000 éléments de 4 octets et il y a 3 tableaux. Donc ça fait bien 48. Tout se passe bien. Et donc après, dès qu'on dépasse, et ben là, ça tient plus dans le cache et du coup, bah, on lit, on fait un petit peu de cache trashing. Donc, comme vous avez dit, Adrien hier, c'est on commence à lire les données et puis quand on finit le tableau, en fait, on expulse les données précédentes parce qu'on n'a plus de place dans le cache. Et quand on recommence, et ben, on passe notre temps à virer les données du cache et à les redescendre. Et du coup, bah, en fait, c'est dans le cache L2 qu'on tape le plus souvent. Pierre, Oui. si c'est IO Band, pourquoi on voit l'effet de la vectorisation? Oui, c'est memory Non, band. pardon, ah oui, alors là, il y a des nuances entre IO Band et Memory Band. Alors, je repose ma question. Si c'est Memory Band, pourquoi on voit l'effet de la vectorisation? Puisque c'est limité par les échanges avec le cache, vectorisé, pas vectorisé, on voit quand même l'effet? Ouais, mais quand tu lis aussi de manière vectorisée. Ah Tu vas ah, lire ton vecteur d'un coup. Tu vas faire ton calcul d'un coup, mais tu vas aussi lire ton registre vectoriel d'un coup. ok. Très bonne question. C'était bien de le dire. Donc, si je fais mon produit d'Adamard donc en NSEC O3, donc je lui dis que c'est non séquentiel, mais je lui donne pas tous les flags de compilation pour vectoriser. Là, il a des performances qui sont comparables à celles du O3. Bon, c'est un peu meilleur, mais bon, globalement, ça se passe bien. Si je lui passe le F3 Vectorize de manière native et sans le MAVX2, mais on se rappelle qu'on est en AVX2 quand même, là, il a des bonnes performances et il vectorise tout de suite. Et c'est là où justement ça devient intéressant, c'est que quand j'ai appelé mon std transform avec mon exécution unsec, j'ai pas eu à lui dire que mes données sont alignées, j'ai pas eu à lui dire que mes pointeurs sont alignés, j'ai pas eu à lui dire restrict, je te promets que mes tableaux ne marchent pas dessus, j'ai pas eu à utiliser justement des pointeurs antiques comme l'a très bien dit David tout à l'heure, j'ai utilisé des std vecteurs et ça s'est bien passé. Donc du coup, vous avez besoin de beaucoup moins de verbosité pour arriver au même résultat, c'est quand même bien. Parce que... J'ai encore une question. Encore Il faut que Euh, j'arrive au bout à un moment de ma présentation. L'effet de lui dire que c'est aligné, etc., c'est quand tu crées le conteneur. Donc, c'est pas au moment où tu appelles le transform qui fait ce qu'il faut. Ça veut dire que c'est la classe Oui, vector. oui, faut le faire avant. Mais justement, là, pour l'instant, c'est pas des données alignées. Et là, j'ai utilisé un allocateur parce que j'ai poussé le vis jusqu'au bout. Donc, d'ailleurs, je vous fournis aussi dans les exemples un petit allocateur aligné. Donc, vous pouvez le passer dans vos std vectors et comme ça, tous vos std vectors sont alignés. Vous n'avez pas besoin d'utiliser une autre bibliothèque ou un autre truc comme Eigen ou des choses comme ça. Là, c'est juste le std vector qui va bien, qui est aligné. Et là, vous voyez qu'on a des meilleures performances. Mais globalement, voilà, vous voyez les barres d'erreur, hein, on est dans les barres d'erreur, ça se passe bien. Parce que nos tableaux sont suffisamment grands. Si j'avais des tableaux beaucoup plus petits, on verrait que. Donc, Il y la aurait variante un effet. d'avant, les données n'étaient pas alignées dans le vecteur. Ouais. Et pourtant, ça marchait bien. Oui, oui, ça marche bien. Oui, oui. C'est parce que le tableau est assez grand. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si le tableau est tout petit, là, je vectorise que 8 fois avec des tableaux de 4000 éléments. Donc, ça se passe bien. Si tu vectorises 16 fois avec des tableaux qui font 100 éléments, là, pour le coup, tu vas voir que ça va te faire très, très mal en termes de perf. Mais c'est moins rigolo, les tableaux de 100 éléments. Donc, on va faire montrer des tableaux de 4000. Comme ça, on voit la marche d'escalier.
aucune variance, Comment ça, j'ai aucune variance? je m'attendais que si tu précises pas alignement, qu'une fois il est aligné, une fois il n'est pas aligné, donc ça varie d'un test à l'autre. Alors, Non? c'est le même test, le même alignement lancé plusieurs fois, en fait. Ok. Donc, après, c'est comment ça tombe. Ça peut tomber bien comme ça peut tomber mal. Là, ça- Donc, voilà. Donc, bon, ça, c'est le plot que je vous ai montré hier, hein. Vous voyez, Clang avec les produits d'Adamar qui optimisent un petit peu plus, donc, parce qu'ils sont pas d'accord sur les passes d'optimisation. Ça, je vous ai déjà montré ça hier. Et quand on leur demande à tous les deux de vectoriser, bon, on a les mêmes performances parce qu'à la fin, on arrive sur les perfs de la machine, hein. Donc, ça change pas grand-chose. Et bah, après, c'est comme vous voulez. Soit on fait un tour d'horizon, et après, je vous laisse jouer. Soit on fait une pause et vous commencez à jouer avec. Bon, ok, on fait un tour d'horizon et je vous laisse jouer après. Ok, j'ai compris. J'ai compris le message, tout va bien. Regardons un Saxby maintenant. Donc, Saxby, c'est un thème barbare pour dire single precision AX plus Y. Donc, vous avez un scalaire que vous multipliez avec un vecteur X et après, vous additionnez un autre vecteur Y. Donc, c'est toujours élément par élément. On n'a toujours pas vraiment besoin d'ordre parce qu'on ne fait toujours pas de réduction globale. Et donc, on a le C-transform qui va bien avec une subtilité. C'est que là, on va récupérer une variable qui est à l'extérieur de la lambda. Donc, on lui dit égal pour lui dire, bon, les variables extérieures, tu les copies. Et du coup, la variable, ici, on peut la récupérer dans la lambda alors qu'on ne l'a pas passée explicitement. Donc ça fait partie de la sorcellerie des lambda. Au passage, faites toujours attention ici. Ça, c'est un truc. Alors, on va surtout le voir demain, mais le égal fonctionne sur GPU. Si vous avez une éperluette, vous allez avoir des problèmes d'allocation et des choses comme ça, et le NVC++ ne va pas être content. Donc, faites toujours attention, si vous compilez, d'avoir le plus possible des égales. Bon, là, A c'est un scalaire, donc le égal coûte pas cher. Si A était un vecteur ou quelque chose comme ça, là, ça serait plus embêtant. Il faudrait faire les choses différemment. C'est vrai, je peux catcher que A, effectivement. Mais après, j'imagine quand même que vous avez des kernels un peu plus compliqués que ça, donc c'est mieux de quand même pouvoir catcher les choses de manière globale. Mais ouais, faites toujours attention à comment vous catchez les variables dans vos lambda, parce que vous pouvez avoir des problèmes, soit des problèmes de performance parce que vous avez des copies que vous voulez pas, soit carrément des erreurs si vous faites des calculs sur GPU et que en fait il a une référence sur un truc qui est sur le CPU, mais là du coup pour le coup il n'arrive pas à le lire. Et donc de la même manière, on peut faire la même chose avec un parent sec, et donc avec tous les joyeusetés des transforms, et là ça se passe bien. Et là, de la même manière, on peut avoir des performances. Donc là, vous voyez que, bon, G++ tente à faire un petit peu des trucs, mais c'est surtout le cache qui fait des choses. Clang, c'est un peu pareil. Et après, quand on vectorise de la même manière, donc là, vous voyez que le O2, comme je vous l'ai dit hier, ils sont pas d'accord entre eux. Il y en a un qui commence à optimiser, Clang qui commence à optimiser des trucs, alors que G++, il dit, bah non, moi je suis en O2, je fais rien. Mais après, une fois qu'on vectorise, on a des bonnes performances, il n'y a pas de problème. Un petit exemple de réduction. Donc là, pour le coup, il y a un ordre. Enfin, si le tableau est pas trop grand, on se met quand même dans le cas où on est dans le cas Sheilin, donc a priori la somme, ça va bien se passer avec des flottes. On n'est pas dans le cas où on a 32 millions de flottes comme hier avec Vincent. Donc on n'a pas forcément besoin d'ordre, surtout si les données sont pas ordonnées, on n'a pas besoin d'ordre, mais on pourra toujours l'exprimer s'il y a besoin. Et donc en C++17, on a le reduce qui nous permet de dire, bon, bah, en fait, je passe le début de mon premier itérateur de mon vecteur, le dernier itérateur de mon vecteur, je lui dis la somme que j'ai au départ, donc 0 a priori, mais on peut mettre ce qu'on veut, et un opérateur, donc ça peut être plus, ça peut être multiply, ça peut être ce que vous voulez, suivant le type de réduction que vous voulez faire. Alors il y a aussi le transform reduce qui existe, hein, donc c'est vous faites un transform, donc en passant une lambda après, et ensuite il fait le reduce, automatiquement après avoir fait la transform, si vous voulez combiner les deux, comme ça vous pouvez faire d'un coup, vous n'avez pas à vous embêter. Et donc là, en termes de performance, bon, les deux sont toujours à peu près ex aequo. Donc quand on commence à faire du O3 et du O-fast, Clang il essaye de faire un petit peu plus de choses, il tente des trucs que G++ tente pas, mais après c'est une réduction, c'est pas forcément trivial.
Et par contre, quand on commence à vectoriser les choses, bon, bah là, les deux sont assez d'accord pour dire, voilà, ça se passe bien, on fait des choses et ça se passe bien. Si je m'amuse à écrire ma réduction en fonction intrinsèque, là, vous voyez que je vais beaucoup plus vite. Est-ce que j'ose vous demander pourquoi? Allez. Non? Bon, c'est pas grave. Il y a une chose, on ne vous l'a pas trop dit hier, mais il y a une chose qui est très importante. On vous l'a dit, on vous dit un petit peu, mais pas très explicitement, donc je vais vous le redire. Les compilateurs n'ont pas le droit de changer l'ordre d'exécution et ils n'ont pas le droit de changer le type de retour, surtout. Donc, ce qui se passe, donc globalement, un compilateur, pour faire de l'optimisation, il fait la théorie des graphes. Et la théorie des graphes lui dit, tu n'as pas le droit de changer le retour d'une boucle, typiquement. Donc, ça veut dire que si j'ai une boucle for et que dans mon itération, je fais une somme et je renvoie un float, ça veut dire que chaque itération doit renvoyer un float. Si je vectorise à l'intérieur de mon itération, l'itération doit quand même renvoyer un float. Donc en fait, ce qui est très ballot là-dedans, c'est pour ça qu'ils sont plus lents en fait que mon calcul en intrinsèque, c'est que là, en fait, ils vectorisent bien. Mais une fois qu'ils ont vectorisé leur réduction, donc ils ont additionné 8 éléments 8 par 8, après ils disent, ok, mais mon itération, elle doit renvoyer un seul float. Donc en fait, ils font un reduce horizontal et après, ils passent à l'itération d'après. Ce qui est un peu ballot parce que bah là, si je le programme comme ça, en fait, j'ai un accumulateur qui se trouve être un registre vectoriel et j'additionne tout le monde dans mon registre vectoriel et tout se passe bien. Donc c'est comme ça qu'on arrive à aller plus vite. Alors après, je suppose qu'un jour, ils vont quand même faire des programmes, mais pour le moment, voilà, c'est la théorie des graphes, donc on n'a pas le droit de faire. Enfin, le programmeur fait ce qu'il veut, même des fois ce qu'il veut pas, mais le compilateur n'a pas le droit de changer les choses comme ça sans prévenir. Donc c'est pour ça, ils sont très conservateurs là-dessus. Donc là, si je résume un petit peu la situation pour la réduction, donc là, on arrive par là et ça se passe plutôt bien. Mais on peut en rajouter une couche. Donc là, je vous montre une autre méthode, donc c'est ce qu'on appelle l'entrelacement. On vous a parlé un petit peu du déroulage hier. Il y a une chose pour le coup que le compilateur a du mal à faire. Il faut lui donner un petit peu des indices pour qu'il s'en sorte bien. C'est l'entrelacement. L'idée, c'est là, si je déroule, j'ai un problème parce que j'ai quand même, si je dis au lieu d'additionner élément par élément dans une itération, si je dis bah, je mets 2 itérations, je déroule, bah, j'ai quand même besoin d'avoir le résultat du calcul précédent pour calculer le suivant. Donc d'accord, j'embête moins mon prédicteur de branchement pour faire du calcul. Donc il va pas se tromper en disant je cherche les mauvaises prochaines instructions et du coup je redémarre tout mon pipeline et des choses comme ça. Mais par contre, vous êtes quand même limité par le fait que bah faut attendre que le calcul précédent se termine pour récupérer le résultat. Et ça, c'est embêtant. Donc comment est-ce qu'on fait pour optimiser ça? Donc il faut se rappeler que quand on fait un calcul, il y a un temps incompressible pendant lequel on ne peut pas récupérer le résultat. C'est l'électronique, hein, c'est le temps que l'information remonte. On ne peut pas récupérer le résultat. Alors, il y a des espèces de systèmes de bypass qui essayent de ramener les informations le plus vite possible dans les étages d'avant. Hein. Donc, Adrien vous a parlé du pipeline. Donc, je vais chercher l'instruction, je la décode, je fais les accès mémoire, j'exécute et je fais l'écriture des résultats. Et en fait, vous avez toujours une petite latence à chaque fois. Et c'est pour ça qu'en fait, là, si vous déroulez, vous n'allez pas avoir de performance, même si vous vectorisez. Donc, pour faire mieux, au lieu de dire je fais mon calcul avec un seul accumulateur et à chaque fois, bah, il faut que j'attende que mon résultat soit disponible pour calculer l'itération d'après, vous pouvez dire, bah, en fait, je vais ruser un petit peu, je vais en utiliser 2. Et du coup, pendant que j'attends que le résultat de mon premier accumulateur il soit disponible, bah, j'utilise le deuxième. Et ainsi de suite. Et comme ça, je peux mutualiser donc l'attente. C'est un petit peu comme les streams en CUDA, si vous voulez. C'est un peu le même principe, c'est juste que là, on est sur le CPU. Et vous pouvez pousser le vis jusqu'à en mettre 4 pour dire, voilà, en fait, là, une fois que j'ai fait ce calcul-là, bah, celui-là de nouveau disponible, et du coup, j'ai pas besoin d'en faire plus. Alors évidemment, là, c'est une réduction, donc ça fait pas beaucoup de calculs par définition. Si vous faites un calcul de barycentre, vous pouvez entrelacer un petit peu moins.
Donc en fait, vous voyez, c'est un petit peu subtil. C'est pas juste un déroulé de boucle où on fait tout le temps la même chose. Là, c'est un déroulé, mais on fait la même chose, mais pas sur les mêmes accumulateurs pour pas avoir de dépendance. Et donc là, ça permet d'avoir de très bonnes performances. Et donc, si je résume la situation, avec mes calculs, mes calculs entrelacés, en fait, donc j'ai ma version en intrinsèque toute bête qui fait son calcul, bon, qui va beaucoup plus vite que ce que fait le compilateur, mais bon, ça, je vous ai dit, c'est la théorie des graphes, on peut pas, enfin, pour le moment, le compilateur, il est quand même lié par ça, donc il peut pas faire n'importe quoi. Si j'entrelace 2 fois, donc j'ai 2 accumulateurs, là, vous voyez, je peux quand même encore gagner un petit peu sur ma réduction, parce que du coup, je mutualise le temps d'attente, bah, je fais autre chose en attendant que mon résultat soit disponible, mais c'est toujours mon programme qui calcule parce que j'ai pas de vue. Et ensuite, si j'entrelace 4 fois, donc là, pour le coup, je gagne encore un petit peu. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré juste avant. Et si j'entrelace 8 fois, je gagne encore un petit peu. Alors là, je suppose que c'est parce que mon processeur est quand même assez récent, parce que sur mon ancien laptop, ça marchait pas, j'avais les mêmes perfs. Donc pour le coup, voilà. Donc voilà le genre de choses qu'on peut faire. Donc sachant que, comme le dit très bien David, on ne le dira jamais assez, ça, vous le faites que si vraiment vous êtes obligé de le faire et que vous n'avez pas d'autre solution et qu'il n'y a pas une bibliothèque qui fait ça mieux que vous, genre la MKL au hasard, qui font allègrement ce genre de truandes pour aller vite, hein. Donc pour le coup, là c'est pour vous montrer justement comment ils font pour aller aussi vite que ça. Alors on a un petit problème avec l'essai des transforms, c'est qu'on est limité avec des triadiques en termes de calcul. Donc une triadique, vous avez deux opérandes, vous avez un opérateur et vous donnez un résultat. L'ordinateur est taillé pour faire du calcul sur des triadiques. C'est pour ça que vous avez 2 fois plus de bandes passantes en lecture qu'en écriture. C'est justement pour lire 2 éléments, faire un calcul et l'écrire. C'est justement pour ça. Mais le problème, c'est que nous, quand on écrit des programmes, on aimerait bien faire d'autres choses, parce que les triadiques, c'est bien, mais moi, si j'ai un calcul comme ça, genre j'ai un x plus y fois z, je suis un peu embêté. Alors, c'est pas un FMA, hein, j'aurais dû permuter les opérandes pour faire un FMA. Mais là, je suis un peu embêté parce que du coup, bah, le transform, il permet de faire un seul calcul. Alors, comment est-ce qu'on fait? Bon, en C++ classique, bon, bah, on s'embête pas, hein, on fait notre boucle et puis après, on donne tout un tas d'indices au compilateur et ça se passe bien. Mais bon, on aimerait bien le faire de manière moderne quand même, donc on va essayer des choses. Et donc là, en fait, une chose qu'on peut faire, qui fonctionne, c'est pas très classe, je vous l'accorde, mais ça fonctionne, c'est dire, je suis limité par une triadique, mais du coup, je passe un vecteur d'index en paramètre, je passe mon vecteur x, et en fait, je vais récupérer les éléments de y et de z. Donc, sachant que là, comme j'ai un égal, faut que je fasse attention de passer potentiellement des pointeurs et pas des tableaux, c'est des vecteurs complets, parce qu'autrement, je vais avoir une copie qui va coûter très cher. Mais le problème, du coup, c'est ça. C'est là, on est complètement vectorisé. Bon, on a besoin d'un tableau d'index. Alors, c'est un peu moche, parce que pour le coup, si on a beaucoup de données, que les indices ont autant de poids que les données, c'est un peu moche. C'est pas vectorisé avec un for each, mais c'est vectorisé avec un transform. Et c'est pas vectorisé si on passe des pointeurs. Alors on peut se dire c'est quand même louche ce qui se passe dans cette histoire. Regardons les performances de cette histoire. Et c'est là justement l'importance de Macao, mais je vais vous laisser pratiquer un petit peu les autres choses avant qu'on revienne à ça. Donc là, il y a des trucs louches. Déjà, première chose louche, si je demande à Macao, il me dit ça c'est vectorisé. Ouais, bon, vu la tête des performances, c'est quand même moche, mais c'est quand même vectorisé. Il se passe quand même des choses bizarres dans cette histoire. Alors après, en creusant un petit peu, Macao me dit, ouais, mais en fait, il y a beaucoup trop de branches dans cette histoire, et en plus, il y a des copies, ça va pas du tout. Ah, ok. Donc là, on sent que le compilateur s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Il fait des copies, mais il vectorise, mais du coup, il tue ses performances, mais il vectorise. Donc voilà, toujours, c'est pour ça qu'on vous l'a dit, hein, il faut faire des tests de performance, des micro-benchmarks, et aussi demander à Macao son avis. Là, j'ai pas besoin forcément de Valgrind, parce que du coup, comme j'ai une seule fonction, normalement, c'est celle-là qui prend du temps. Ensuite,
il va me dire ça, c'est pas vectorisé, par contre, je vais plus vite. Mais j'ai pas de copie parce que là, j'ai passé des pointeurs sur ce calcul-là. C'est pour ça que c'est PTR à la fin. Oui, j'ai passé des pointeurs et du coup, je vais plus vite que la version vectorisée alors que je suis pas vectorisé. Et cette version-là, donc, utilise un temporaire. Celle-là, elle est vectorisée. Donc là, en fait, j'utilise un temporaire, donc un temporaire de float. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 essais transform à la suite. Une pour faire ma somme et une autre pour faire le produit avec le résultat derrière. Donc c'est un petit peu embêtant parce qu'on est obligé de tout exprimer en triadique, avec des vecteurs, mais en triadique quand même. Donc c'est assez proche de quand on programme avec des fonctions intrinsèques, sachant que techniquement il ne faut pas le faire. On vous le montre dans quelques cours pour vous montrer qu'est-ce qui se passe dans les bibliothèques de calcul, mais essayez de ne pas le faire si possible. Donc oui, c'est quand même pas trivial cette histoire. Mais bon, on a un temporaire, donc ça coûte un peu plus cher en mémoire, mais au moins ça fonctionne. Donc pour le moment, c'est pas très très mature cette histoire, mais on peut aller un petit peu plus loin. Mais vous allez voir qu'on va pas aller si loin que ça. Si je veux faire ma transformation, il y a un truc en C++23 qui déchire, c'est zip. Alors qui marche comme le zip de Python, qui marche comme le zip de Rust, qui marche comme n'importe quel zip de n'importe quel langage. Donc là, l'idée, c'est de dire, j'ai une vue, donc c'est le concept des ranges, des views, et l'idée, c'est que je passe 2 vecteurs, et lui, il va me permettre d'itérer à la fois sur ces 2 vecteurs. Donc c'est vraiment comme quand vous faites un zip en Python, c'est la même chose. Et du coup, c'est là où on commence à utiliser des autos à outrance parce que les types sont horriblement longs. Et du coup, on met auto parce qu'on a juste la flemme d'écrire un type qui fait 15 km. Et typiquement, on peut se faire ce genre de choses en disant, bon, alors là, je fais un view transform. Donc, c'est-à-dire que là, je fais pas le calcul. Je dis au compilateur, je te promets que je vais avoir besoin de faire ce calcul. Et donc, avec cette lambda-là, qui va faire ce calcul-là, il me renvoie un résultat qui est une vue. Donc, il n'a pas encore fait le calcul. Et une fois que je passe cette vue à mon std transform, qui a lui une execution policy, là, il va faire le calcul. Et après, je vais récupérer ce résultat-là et je vais le passer dans une autre lambda dans mon transform pour faire la fin de mon calcul. Donc là, c'est toujours un peu tordu, mais on n'a plus besoin de temporaire. C'est déjà pas mal. Sauf que, bon, on peut aussi, donc le zip, il peut prendre autant de paramètres que vous voulez. Donc là, je mets 2 paramètres et puis je découpe ici, je passe le 3e. Vous pouvez passer les 3 ici, faire votre calcul comme ça, et après dire juste, bah, je passe mon transform, et puis là, je fais juste une copie et il se débrouille, et en fait, il va juste faire ce calcul-là. Donc théoriquement, ça se passe bien. Théoriquement, on est content. Bon, même si ce genre de choses, ça fonctionne qu'avec G++13. Donc, ça veut dire que si vous avez Arch, ça va bien se passer. Si vous avez Fedora, ça va bien se passer. Si vous avez n'importe quel autre Linux, ben vous allez avoir des petits problèmes pour faire tourner ça. Sauf si vous avez la patience de recompiler G++13. C'est quoi Execution policy, c'est juste une macro qui permet de dire std execution par execution sec, unsec, par unsec, parce que je vous ai montré avant. C'est juste, voilà, vous mettez l'execution policy que vous voulez, le truc se débrouille. Donc, il n'y a pas besoin de tableau en plus. Il n'y a pas besoin d'exprimer que des triadiques. Là, il se débrouille bien. Pour l'instant, on est plutôt content. Sauf que ce n'est pas encore vectorisé. Ce qui est très embêtant. J'interromps à nouveau. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire en 2 étapes? On peut pas utiliser le zip directement dans Transform? On n'a pas d'itérateur sur zip? Pourquoi je pourrais pas faire un transform sur le zip directement? Le zip, c'est juste une manière d'itérer sur X, Y et Z en même temps. Mais du coup, il faut quand même faire un calcul. Après, j'ai essayé de passer le zip directement au transform, il n'était pas content. Et après, j'ai découvert le view transform et là, ça se passe mieux. C'est peut-être juste le compilateur qui n'est pas très coopératif pour le coup. Donc oui, donc mon vector il n'y a pas de view transform où tu peux spécifier la politique d'ordre d'exécution. Alors non, parce que du coup, ça c'est juste une view.
Donc, elle dit, je vais faire un calcul, mais elle dit pas Ah, faut comment. résoudre. Et après, il faut passer justement, il faut aller sur un vrai state transform ou un for each ou peu importe, en lui disant une vraie politique d'exécution pour lui dire, voilà, c'est comme ça que je veux exécuter mon code. Mais là, on peut pas le déclarer parce que justement, en fait, on fait pas de calcul. Là, on déclare un calcul qu'on va faire un jour peut-être, mais tant qu'on ne l'appelle pas, il sera pas appelé en fait. Donc voilà. Donc c'est pas vectorisé et c'est très dommage parce que ça serait tellement bien. Mais bon, après, c'est le futur, hein. G++13, il est sorti il y a vraiment pas très longtemps. Du coup, c'est assez compliqué à récupérer comme information. Donc, c'est à cause des tuples. Donc, les tuples sont considérés comme des éléments contigus par le compilateur, et du coup, il est là. Ah bah non, on est dans le cas de tout à l'heure où les éléments sont contigus. Moi, je peux pas vectoriser. Enfin, ils sont pas contigus du coup parce que j'ai un x et un y qui sont mélangés, un petit peu comme les complexes de la STL. Et du coup, bah, je vectorise pas parce que ça m'arrange pas. J'ai des données différentes qui sont côte-côte. Moi, je veux pas. Donc du coup, il vectorise pas. Et c'est un petit peu ballot. Donc on est dans ce cas-là, et on aimerait bien être dans ce cas-là, mais pour le moment, les compilateurs, ils font ce qu'ils veulent. Euh, donc voilà, c'est pour ce petit tour d'horizon de ce que je vous propose comme petite chose à faire. Donc sachant que quand même, on va essayer de terminer. Alors sur un cas sympa quand même. Donc on vous a beaucoup parlé de Macao. Je vous invite fortement à vraiment beaucoup l'utiliser parce que c'est ultra puissant comme outil. Donc là, je vais l'utiliser sur un produit d'Adamar tout bête. Je peux même vous montrer. Il est là, voilà, mon petit code tout bête. Je peux même faire ça si mon éditeur n'est pas insupportable. Voilà, tout va bien, merveilleux. Donc là, vous reconnaissez la vectorisation extrêmement bourrine que je vous ai montré juste avant, hein. C'est le cas classique, enfin classique qu'on faisait avant. Sachant que je m'étais amusé à mettre les restricts pour voir si le compilateur n'était pas content. En fait, il s'en fout. C'est pas la peine de les mettre, hein. Si vous les mettez pas, ça se passe bien. Si vous mettez des std vectors, ça se passe bien. Il n'y a pas de souci. Et donc là, vous voyez, donc je fais mes petites allocations, j'initialise des valeurs histoire de faire des trucs, j'appelle une bibliothèque de micro-benchmark. Donc on vous a dit d'utiliser des micro-benchmarks le plus possible, il y a des bibliothèques qui existent pour ça. Vous n'êtes pas obligé de prendre celle-là, mais elle rend des services. Je fais ma petite fonction avec mon exécution unsec, et après il se passe des choses. Et donc ma fonction s'appelle Adamar Product. Et donc ce que je fais là-dedans, c'est que je dis Macao, j'appelle mon Macao. CQA, c'est Code Quality Analyzer, donc c'est justement cet outil-là qui va regarder dans le binaire que vous passez à Macao pour vérifier que le compilateur a bien fait son boulot correctement, parce que des fois il est fourbe, comme G++13 quand on se dit ah c'est bon, tout va bien se passer avec les zips c'est la classe, et puis en fait bah, désolé, c'est pas encore prêt. Ensuite, on passe donc le FCT loop. Donc ça vous dit quelle fonction uniquement vous voulez analyser dans tout ce binaire. Donc c'est vraiment fonction par fonction, hein. Donc si vous voulez analyser plein de fonctions en même temps, bah, il faut lancer plusieurs fois la commande, ce qui peut être très très verbeux. Et après vous passez le binaire que vous voulez analyser et il va vous faire un rapport. Alors ça c'est le rapport court. Donc il va vous dire donc la composition, le déroulage des boucles, il va vous dire où est-ce qu'il est. Voilà, le pile et le tel, je vous en parlais tout à l'heure. Donc là, vous voyez qu'il a trouvé tout seul que la boucle, elle était déroulée un petit peu. Donc le compilateur a quand même tenté des trucs. Le pile et le tail, il peut y en avoir un petit peu parce qu'il n'a pas forcément de garantie que tout est aligné. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'exécution, s'il voit que le pointeur est aligné, bah, il va pas appeler la partie de pile ou la partie de tail si c'est le bon multiple. Toujours un truc important, c'est bien de vérifier que il prend bien la bonne boucle. Là, il se trouve que j'ai qu'une seule boucle, enfin j'ai qu'une seule boucle et qu'une seule boucle dans ma fonction. Si le compilateur commence à faire un peu de sorcellerie en disant oui, mais je spécialise cette fonction pour plusieurs architectures et puis je fais une cascade de if pour faire des trucs, des choses comme ça, il va tout voir Macao. Il va vous dire ah oui, alors dans ce cas-là on fait tel truc, dans ce cas-là on fait tel truc, là on est dans un pile, là on est dans un tail et ça peut vite devenir compliqué. Donc d'où l'important justement de simplifier les choses au maximum.
Et là, donc là, vous voyez il a déroulé que 2 fois, mais en même temps, on n'a pas beaucoup de calculs à faire, donc on n'arrive pas au maximum. Enfin, on arrive au maximum qu'on peut sur ce produit-là, mais on n'est qu'à 25% du pic de performance parce que pour le coup, on fait pas suffisamment de calculs par rapport aux données qu'on rapatrie. Il nous dit que notre boucle, elle est complètement vectorisée. Donc ça, si vous avez ça, normalement, vous devriez être content. C'est que ça se passe bien, a priori. C'est que le compilateur a fait son boulot correctement. S'il vous met pas de warning avant en vous disant quand même, il se passe des trucs avec tes branchements, là, c'est un peu n'importe quoi. A priori, ça devrait bien se passer. Ensuite, il dit voilà, on utilise complètement le vecteur, tout se passe bien. Et après, un truc qui est rigolo, c'est Macao a toujours quelque chose à dire. C'est un peu comme le professeur Rollin. J'ai appris énormément de choses en utilisant Macao, hein. Pour le coup, c'est extrêmement puissant. Il a toujours un truc à dire. Il va toujours pouvoir vous dire ah, mais si vous arrivez à vous mettre dans tel cas d'utilisation. Donc là, il a remarqué que je faisais des calculs et il m'a dit mais en fait, si tu arrives à te débrouiller pour faire un FMA, donc un Fuse Multiply Add, donc c'est ce qu'on vous a dit un petit peu hier, c'est vous avez une multiplication suivie d'une addition, mais l'addition est gratuite. En fait, elle est cachée dans la multiplication par un petit peu de sorcellerie. Donc typiquement, on renormalise pas la mantis après la multiplication des choses comme ça. Donc vous avez le droit de vous en servir si vous avez bien conditionné vos données. Donc si vous avez utilisé des échelles, comme vous l'a dit très bien Vincent hier, hein, utilisez toujours des données non dimensionnées, a priori ça se passera bien. Et donc là, à chaque fois, il va vous dire, OK, si vous arrivez à vous mettre dans ce cas-là, vous pouvez changer le coût de votre itération. Donc là, on passe de 1 cycle à 0,67 cycles. Il peut vous dire aussi de changer de compilateur, de donner l'option Unroll and Jam pour dire, voilà, faut l'aider un petit peu à dérouler parce que manifestement, il n'est pas si bon que ça. Il peut vous dire carrément de changer de compilateur et de dire, ah, mais prenez plutôt tel compilateur avec telle option, vous allez voir, ça va bien se passer. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment une mine d'or ce programme. Donc je vous encourage vraiment beaucoup à vous en servir. Et donc ça, c'est la partie, c'est l'output pour les touristes. C'est le truc. Il y a déjà beaucoup de choses à faire, hein. Ça aide déjà énormément d'avoir cette information-là. Alors juste pour rigoler, je peux vous montrer l'output un petit peu bourrin. Donc si je fais un conf égale expert. Donc là, on parlait un petit peu d'assembleur hier. Là, il vous le donne directement, l'assembleur, en vous disant qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, l'intensité arithmétique de tous les calculs que vous faites. Enfin, si vous voulez vraiment des détails ultra fins sur ce que vous faites, parce que il y a un truc que vous comprenez pas. Typiquement, Vincent, on a parlé un petit peu hier d'une racine cubique. C'est avec ce genre d'outil qu'on s'est rendu compte que dans la bibliothèque standard du C, la fonction qui renvoie l'exposant d'un float n'est pas vectorisée. C'est typiquement avec ce genre de retour qu'on arrive à avoir ces informations. Donc vous voyez, ça c'est très très long. Alors c'est pas très très long là parce que c'est beaucoup plus long, mais c'est quand même pas si long que ça parce que c'est une fonction qui est extrêmement simple. Mais là du coup, vous avez donc toutes les infos d'avant, ça change pas. Mais en plus, il va vous dire les propriétés, ce que vous faites comme calcul, ce que vous utilisez comme registre. Il va vous dire aussi comment on exécute les choses. Normalement, voilà, le ratio de vectorisation. Donc, si vous êtes à 100% partout, a priori, c'est que ça se passe bien. Vous allez avoir du mal à faire mieux, même si aussi vous dire que vous n'êtes pas forcément au maximum du pic de performance, hein. Là, on était à 25% tout à l'heure, mais vous êtes au maximum de ce que vous pouvez faire par rapport à votre calcul si vous ne le changez pas. Et donc là, ça vous donne un indice tout de suite en vous disant, ah ok, si je veux pouvoir tirer plus de ma machine, il faut que je me débrouille pour changer la manière dont je fais mon calcul. Donc d'où les maths. De toute façon, les maths, c'est la vie, hein, ça vous le savez, vous êtes là. Donc c'est important de faire les choses comme ça. Et donc après, la vectorisation, l'efficacité de la vectorisation. Donc il va toujours postuler que vos données, elles tiennent bien dans votre cache L1. Bon, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, bah, faites des blocs. Justement, on va jouer avec ça un petit peu, mais après la pause. Donc voilà, typiquement le genre de choses que vous pouvez faire. Et à la fin, donc là, c'est vraiment la méthode bourrin. Il vous donne l'assembleur en vous disant, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça se passe, des choses comme ça. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus intelligible, vous avez aussi un rapport HTML, donc qui peut vous le faire un petit peu
comme Gcovre ou des choses comme ça, où vous avez vraiment toutes ces informations-là, mais sur une jolie page web. Pour le coup, elle est jolie en plus, hein, c'est pas un truc moche, avec toutes les informations, avec des onglets pour vous dire est-ce que vous êtes expert, est-ce que vous voulez une configuration très spécifique, est-ce que vous voulez des informations génériques ou des choses comme ça. Donc voilà. Donc vraiment, pensez à utiliser Macao parce que c'est vraiment un outil exceptionnel. Et je dis pas ça parce que c'est un de mes profs qui l'a développé. Ah, mais du coup, le Sherman, il est parti en vacances. Il est là? Ah, bah, Je suis là. Ah, je vois pas vu. ah, bah voilà. Ah, il faut crier. Donc voilà, je prends quelques questions et après, je voulais jouer un petit peu avec tout ça parce que c'est important de jouer avec ça. Justement, tu étais en train d'en parler pour OneView, du coup, l'interface graphique, enfin le rapport HTML, Mhm. du coup c'est OneView. Du coup, enfin, j'arrive pas à obtenir les infos, ces dernières infos-là. Bah, moi, je les obtiens. Alors, la ligne de commande n'est pas forcément triviale, mais je peux te la retrouver. Alors, par contre, je vais devoir tricher parce que je me rappelle pas de la commande. Parce que comme tout le monde, j'ai fait un script et je me suis dépêché d'oublier la commande. Alors, c'est un HTML. Ah oui, il y a l'output et normalement, il faut lui dire au secours. Comment est-ce qu'on fait ça déjà? Ah non, c'est juste le generate. Non, il y a un truc de plus. Il est en train de me mentir là. Où est-ce qu'il est le HTML? Bon, je vais tricher. Je vais utiliser un programme qui s'en sert et puis on va voir comment j'ai fait. C'est la fourberie. Donc attends, où est-ce qu'ils sont? Mes test performance, test Macao CQA, voilà. Et donc là, j'ai alors, Macao, output format, voilà, c'est ça, output format, output pass, faut passer deux trucs, pas se faire avoir par ça. Donc là, vous voyez, j'ai fait une petite fonction bash avec une boucle pour dire toutes les fonctions qui sont utiles, qu'on veut vérifier dans l'analyse de CTA qu'on développe, l'analyse temps réel. On a une trentaine de fonctions qui sont chaudes et qui doivent être absolument vectorisées, autrement on est foutu. Et du coup, comme il fait une fonction à la fois, Macao, elle a fait un petit script pour faire ça. Mais on a un super projet en développement qui va permettre de faire ça automatiquement en combinant Valgrind, en combinant plein de choses, mais ça sera pour un autre jour. Et donc là, si je dis report.html, a priori, il fait ça. Et si je vais ici, enfin non, ici, là, normalement, je suis censé avoir un report ici, et là j'ai un index, et si je fais ça, voilà. Là, tu vois, il m'a tout donné, et j'ai donc le rapport de base, qui fait très bien. Il peut y avoir aussi beaucoup de choses, hein, parce que c'est par boucle, par branche, donc vous pouvez avoir plusieurs niveaux aussi. Et là, tu vois, là, tu as l'expert, la partie expert qu'elle a. Et là, du coup, tu as exactement ce que je vous ai montré avec l'assembleur, avec tous les calculs, avec les pics de performance, avec ce genre de choses. Alors là, du coup, c'est pas la bonne boucle, j'ai l'impression. Donc, il faut que j'aille là. Voilà. Et là c'est la boucle qu'on avait tout à l'heure. Et t'as spécifié mode égal expert sur la ligne de commande? Non, Pas là, il fait besoin. tout. Là, il fait tout par défaut. Attends, est-ce que je l'avais? Ah oui, c'est vrai que j'ai peut-être pas changé le. Je crois que je l'ai laissé le conf égal expert. Je vais essayer de le refaire sans le conf égal expert. Peut-être que là, pour le coup, il va pas me donner autant d'infos, mais c'est vrai que moi, je m'en sers souvent parce que quand il dit expert, en fait, il va renvoyer tout. Et après, il va tout trier. Après, si vous avez besoin de moins d'informations, ah, ça y est, il est pas content. Bon, et bah ok, et bah report 2, voilà, allons-y, hop. Et du coup, là, si je dis report 2 et que je fais ça, hop, là, il le fait aussi. Donc là, j'ai pas la toute dernière version, j'ai la 2.16, j'ai pas la 2.17 qui est sortie vraiment très récemment. Mais pour le coup, normalement, ça fonctionne et ça marche très bien. Et donc là, de la même manière, si je vais ici, j'ai mon rapport d'expert que je vous ai montré tout à l'heure, avec mes ratios de vectorisation, avec mon efficacité. Vous voyez que c'est quand même plus sympa à lire que le rapport textuel, mais typiquement, si vous le pipez dans un fichier, au moins ça vous fait une trace et vous pouvez le stocker facilement et revenir dessus.
Là, c'est plus, nous, on fait ça dans la CI, dans l'intégration continue, pour avoir le rapport sur toutes les fonctions et pouvoir dire, ah mais attends, celle-là n'est pas vectorisée, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça devrait marcher. Qui a tout cassé encore une fois? Voilà, parce que vous avez toujours des collègues farceurs qui vont faire des trucs dans votre dos. Donc c'est important de jeter un œil sur ce qui se passe. Donc voilà. Ah, une autre question. Deux questions. Ah là Deux là, questions. tout augmente. Euh, Quand on utilise l'execution policy unsec, Ouais. est-ce que c'est le compilateur qui vectorise ou si c'est l'implémentation de la STL? Alors, de ce que j'ai compris, c'est l'implémentation de la STL qu'utilise le backend TBB qui fait des trucs. Mais cette implémentation, elle est faite par les gens des compilateurs, quoi. Donc, au final, c'est pour ça d'ailleurs que si tu utilises Clang, G++ ou NVC++, derrière, c'est toujours TBB qui est appelé, en fait. Parce qu'ils se sont mis d'accord en disant, bon, allez, TBB, c'est la meilleure bibliothèque de parallélisation, allons-y. Voilà. Et Ils se connaissent tous, donc du coup, ils ont tous fait le truc. Voilà. ok. Et deuxième question, comment on fait pour partager le code, mais aussi des binaires, sachant qu'on ne connaît pas forcément le matériel de l'utilisateur? Oui. Alors là, il y a plusieurs méthodes. Alors, on a un cours en préparation là-dessus, mais il n'est pas fini. Donc, on vous le donnera quand il sera prêt. Il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode, enfin, il y a la méthode un peu bancale, mais qui marche. C'est tu compiles à l'avance plusieurs bibliothèques spécialisées pour plusieurs architectures. Et quand tu lances un job, par exemple, tu vérifies l'architecture et tu vas linker avec le delivery pass sur la bonne bibliothèque. Bon, c'est moche et t'as pas envie de faire ça à la main. Tu as une autre solution qui est de dire, bon, je vais utiliser un proxy à la place, donc un petit peu comme ce que fait les extensions OpenGL. Et tu dis, bon, j'arrive sur mon proxy qui va rien faire, qui va juste vérifier au moment du linkage sur quelle architecture t'es et qui va pointer tout seul après vers la bonne bibliothèque. Tu as une troisième méthode qui consiste à dire, tu actives les FMV dans le compilateur, donc c'est Function Multiple Version ou quelque chose comme ça, où le compilateur tout seul va faire ce que fait la MKL en fait, à l'intérieur de la fonction, il va vérifier sur quelle architecture il est, et la fonction va être spécialisée. Mais par contre, du coup, le binaire de la fonction est beaucoup plus compliqué parce qu'il va gérer toutes les architectures que tu lui spécifies. Et à l'exécution, il va dire, OK, je suis sur ce type d'architecture-là, donc je vais là et je fais ce calcul comme ça. Donc tu as un binaire qui est beaucoup plus gros. C'est pour ça que la MKL fait 150 mégas. Hein, c'est justement parce qu'elle est spécialisée, enfin, elle gère tout un tas d'architectures différentes. Et Voilà. dans ce cas-là, quand tu utilises une librairie externe, tu es obligé de donner aussi des flags de compilation? Si ta Ou tu librairie links externe, elle est vectorisée déjà de base, ouais. enfin, ça dépend si tu as un binaire, auquel cas tu peux pas faire grand-chose. Là, il va se débrouiller. Soit tu as, un FMV, il va se débrouiller, soit tu as un proxy, il va se débrouiller, soit c'est pas la bonne architecture et tu vas potentiellement avoir un problème. Soit tu as des headers, genre Eigen ou des choses comme ça, et là, il faut que tu le spécifies toi. Eux, ils vont pas le faire à ta place. Parce que c'est toujours le flag de compilation qui va dire au compilateur de vectoriser. Il ne va pas le faire tout seul. Ou il va le faire de manière partielle, et c'est pas ce que tu veux. Toi, tu veux avoir le maximum possible, quoi. Et en parlant de Eigen, la vue que tu as utilisée pour faire le transform avec les trois vecteurs, ça m'a fait penser justement à Eigen. Est-ce que c'est le même principe, l'évaluation paresseuse? Alors, ça fait quelques temps que j'ai pas fait de Eigen. Normalement, ça doit être le même principe. Après, Eigen fait beaucoup trop de sorcellerie dans ses headers, donc c'est difficile de répondre en étant vraiment sûr de ce que je dis. Mais c'est un peu le même principe, c'est un peu le principe des futurs aussi, où tu dis, voilà, je te promets que je vais avoir besoin de ce résultat, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. C'est Donc, ça, Eigen, il te renvoie, quand tu fais ouais. un plus, il te renvoie un objet qui fait rien. Mmh. Mais quand tu fais un opérateur crochet sur cet objet-là, Mmh. Ouais, là, ça il voit que appelle. tu as besoin du résultat et du Ouais. coup, il va faire le calcul. Oui, c'est le même principe. D'autres questions avant qu'on passe aux travaux pratiques?
Oui, bah, après, oui, tant que j'y suis, donc donc tout est dans l'indico, hein. Tout est dans l'indico, et du coup, si je me trompe pas Donc Pierre, tu as une ah, question, concrètement, on fait quoi? donc là, vous avez le cours complet, parce que pour le coup, vous avez tous les détails. Comme vous avez tous des niveaux différents, l'idée c'est de faire plaisir à tout le monde. Donc il y a beaucoup trop de choses, vous pouvez pas tout faire, mais c'est normal. Donc vous avez donc tout ce que je vous ai montré, donc le produit d'Adamar avec plusieurs initialisations différentes, le produit scalaire avec plusieurs initialisations différentes, une petite comparaison de plein d'implémentations différentes, donc avec des indices, sans indices, avec des views, avec des choses comme ça. Si vous voulez faire des tests avec le futur et que vous n'avez pas un G++13, il y a les recettes Singularity pour créer vous-même vos petits contenants. Vous allez voir, ça va vite à faire. C'est pour ça qu'on les a pas mis en ligne aussi. C'est parce que pour le coup, ça se construit en quelques minutes, donc ça va assez vite. Le C++23, le futur, avec plein de tests pour faire des petites choses un petit peu plus touchy. Donc le zip que je vous ai déjà montré, il y a aussi le repeat qui va vous permettre de répéter un vecteur. Donc c'est comme si vous aviez un vecteur de vecteur en fait, hein, donc ça. C'est là que tu as les recettes pour faire le Singularity. Ouais, dans tous les projets, s'ils en ont besoin, ils ont ce qu'il faut. Vous avez tout qui est fourni automatiquement là-dedans. Les chunks, c'est l'inverse. C'est vous avez un grand vecteur et vous voulez faire genre qu'en fait c'est un vecteur de plus petit vecteur. Donc ça vous permet de découper ça comme ça. Et vous avez un truc, le Cartesian product, qui permet de faire un produit donc entre deux vecteurs élément par élément, et ça vous renvoie une view de zip enfin de tuple de ces éléments-là. Et c'est ce genre de sorcellerie qu'ils utilisent chez Nvidia pour justement faire des calculs. Typiquement, deux, euh, tu fais 2 iota d'indices, et puis du coup, tu as une matrice d'indices, mais c'est des views, donc c'est pas vraiment alloué. Et après, tu appelles ton Cartesian product pour faire typiquement, dans l'exemple de Bryce, ils font une transposition avec ça. Euh, mais évidemment, la blague, c'est que ça ne fonctionne pas encore vraiment, mais on verra ça demain. Je ne vais pas vous spoiler tout ça maintenant. On fait ça sur nos machines, en fait. Oui, alors vous pouvez le faire sur vos machines. Alors il y a aussi la calibration, et vous pouvez aussi, alors c'est le moment où il faut que ça marche. Si vous allez sur jupytermusdc.cloud, donc hub, donc ça c'est aussi un lien qui est dans l'indico. Donc vous avez le Kubernetes dont on vous parlait un petit peu hier. Et là, si vous allez sur Gascode Battle, Ouais. vous pouvez sélectionner plein de cours. J'ai une question. Une Oui. fois que tu as sélectionné, comment tu fais pour avoir à nouveau la sélection? Alors justement, c'est ça où il faut qu'on y travaille un petit peu. Alors moi, j'ai triché, je me suis fait un marque-page pour sortir directement. Je vais vous le faire en direct. Alors, qu'est-ce qu'on a comme truc rigolo? Si je vais, attends, c'est pas lui que je veux, c'est pas lui que je veux, c'est pas lui que je veux, c'est lui, voilà. Donc celui-là, donc le How to use C++ Pre-made Algorithm, c'est justement le cours que je viens de vous montrer. Donc ce cours-là, qui est dans l'indico. Donc là, vous avez les zip, enfin les targz de tous les exemples. Donc si vous n'avez pas le temps de tout faire, c'est pas grave. De toute façon, c'est en ligne, ça restera en ligne, c'est hébergé au CC, donc a priori, sauf si le CC brûle, ça ne devrait rien se passer. Et donc là, si je fais Start, et que là, ça va charger vite parce que c'est une démo, donc j'espère quand même que, hein. Ah bah voilà. Ah, c'est bon. Donc là, il est en train de déployer un pod juste pour moi sur le cluster Kubernetes. Et normalement, on va pouvoir faire des trucs. Donc il y a un truc qui est insupportable, on le dira jamais assez, c'est cette interface blanche horrible. Mais bon, on va essayer d'avoir quelque chose de raisonnable. Voilà, c'est quand même vachement mieux comme ça. Et donc là-dedans, il insiste, ouais. Donc là-dedans, donc vous avez déjà tous les exemples qui sont dans l'image. Donc vous n'avez pas besoin de les télécharger ou de les récupérer ou de machin. Non. Non, c'est pas faute d'avoir essayé, mais non, parce qu'il n'est pas très coopératif et que sur Ubuntu, pour le moment, non. Et en plus, c'est plus subtil que ça. Il faut G++13 avec la libstdc++ 6.0.32. Et en fait, avec la version précédente, c'est la 6.0.30. Et du coup, vous n'avez pas le zip. Voilà, ça fait partie de ce genre de trucs rigolos à faire. C'est trop en avance sur ton. Oui, mais en même temps, c'était important de vous montrer ce qui pourrait se passer pour le futur, quoi, parce que voilà, et d'où l'intérêt aussi de vous montrer Macao, parce que pour le moment, c'est pas encore au point, mais
normalement, d'ici quelques mois ou j'espère moins de quelques années quand même, ça sera au point et on pourra utiliser des zips proprement et ça sera vraiment efficace en termes de calcul. Pour le moment, c'est pas le cas. Mais là, pour aller sur Jupiter, quel outil faut authentifier? Nous, il faudra qu'on s'authentifie, il Oui, faut avoir des d'ailleurs, comptes, ça me fait faut se rappeler penser. de son mot de passe, tout ça. Alors, le truc qui est très rigolo, c'est que vous avez tous un compte LAP. Vous êtes peut-être pas encore au courant. Moi est censé vous avoir envoyé des feuilles. D'ailleurs, où est-ce qu'il est passé, moi? Ok, bon, Moa va chercher les feuilles. Donc, vous avez tous un compte. Vous avez déjà tous un compte. Vous avez déjà tous un compte sur Must aussi. Donc, il va vous distribuer vos feuilles pour que vous puissiez justement vous connecter. Vous avez tous un identifiant, un mot de passe pour accéder à ce truc-là. Donc, c'est Keycloak qui fait l'authentification. Et alors, je reviens à la charge, il sera ouvert combien de temps ce compte? Parce qu'il est super, le Alors, cloud, là. On a tous envie ces d'en faire comptes. pendant 2 mois, là. Non, mais justement, ça c'était le deal avec le service informatique. Tous ces comptes seront détruits à la fin de l'école. Donc pensez à sauvegarder vos tests ou des choses comme ça. Enfin, je vous encourage vivement à essayer de faire le plus possible les tests sur vos ordi. Oui, parce que Jean, ouais, tiens, micro, important. Je trouve que David a une bonne suggestion de garder pendant 1 mois ou 2 mois. Oui, mais Ça permet aux les comptes, personnes c'est enthousiastes déjà de continuer. les comptes, ils vont déjà être détruits. Là. Donc vas-y, Jean. Ah, bah viens par là. Non, c'est lui qui a fait ce truc, hein. Donc voilà, si ça fonctionne, bon, si ça fonctionne pas, c'est aussi de sa faute, mais si ça fonctionne, c'est grâce à lui, hein. Donc quand même, tu vas parler dans mon micro à moi? Ah oui? T'inquiète pas, ça va faire. Alors, Ouais. bien le bonjour. Moi, je représente Must, c'est le data center dont il vous a parlé avant. Donc là, cette plateforme-là qui tourne sur Kubernetes, elle vous permet de faire tout ce qu'elle vous a dit. Donc vous avez toutes vos librairies, tout ça. Mm. Elle sera fermée en même temps que vos comptes. Après, si vous êtes sympa et qu'on peut s'entendre avec Must, mais ça, c'est quelque chose qu'on fait en général avec tout le monde de base. Si vous faites partie d'un labo qui n'ont pas ces technologies de machin, vous pouvez toujours nous contacter. Et de là, on peut discuter des choses qui se font. Quand vous changez de cours, vous allez perdre le stockage qui est là. Mais il y a un client guide normalement dedans. Oui. Donc si vous voulez vraiment guider, Il y a toujours un client guide dans toutes les images. pour regarder les cours qu'il y a dedans, vous pouvez, il y a pas, enfin, ça veut dire que c'est assez court, quoi. Ah, mais oui, tous les cours sont disponibles, hein. Enfin, après, essayez de faire les cours de l'école parce que du coup, on est là. Mais vous avez tous les autres cours aussi si vous avez envie. Voilà, je veux dire, si vous changez de cours via l'URL qu'il va vous donner, ça va éteindre votre environnement et votre environnement, ce que vous avez fait, va partir. Parce que on vous a pas mis dans un stockage distribué, c'est un coût. Donc du coup, voilà. Oui, c'est vraiment temporaire à chaque fois. Donc faites attention avant de vous déconnecter, de bien sauvegarder si vous avez fait des tests ou jouer un petit peu. Je vous encourage aussi de jouer avec les options de compilation, jouer avec la manière dont, À chaque on fois qu'on développe se les programmes. connecte, on retombe pas sur un home qu'on avait d'avant et Tant que si vous quittez, oui, mais dès que vous fermez le home, en gros là le home il va tourner pendant 2 jours par jour. Là, il tourne et ouais. Si vous quittez le home et dans l'URL c'est écrit stop my server. Si vous stoppez my server, il n'y a plus de données et ça vous refait un environnement propre. D'accord. De travail propre. Parce que il est parti du principe que vous deviez travailler de cette manière-là. Voilà. Bah, c'est aussi la contrainte que tu m'as donnée, hein. Donc il y a un moment, voilà, moi j'ai fait avec les contraintes qu'on m'a données, hein. Je remets les choses en perspective. Quand je travaille de cette manière-là, c'est vous avez un environnement court. D'accord, donc. Oui, vous avez tous les exemples, tous les compilateurs, tout ce qu'il faut. Ouais, mais le serveur qui se lance automatiquement, effectivement, Exactement. donc il peut disparaître si on stoppe le serveur pour une raison ou pour une autre, et donc les données partent avec. D'accord. Et tous les exemples sont sur Git. Là, vous avez aussi donc sur le cours qui est à côté, vous avez tous les exemples qui sont là. Donc vous pouvez faire plein de choses. Faire possibilité, si vous voulez vraiment cet environnement-là, mais sur votre poste, c'est possible aussi. Oui, c'est marqué dans le cours. D'avoir Docker. Et si vous avez Docker, vous faites un Docker. Vous avez l'image Docker ici dans le cours. Donc vous avez c'est quel OS à la base? Parce que tu m'as filé une image, mais pour les installs. C'est un Ubuntu, je crois que tu as mis. C'est un Ubuntu qui est dans l'image. C'est les officiels Jupyter de base. Donc, du coup, là, vous avez deux images. Vous avez l'introduction CPP algorithme. Donc ça, c'est vraiment l'image qui tourne avec Jupyter. Donc vous pouvez même le lancer sur votre navigateur pour faire des trucs avec. Donc pour avoir le même environnement VS Code qui est là. Et vous avez l'introduction CPP algorithme CI, qui est vraiment un environnement où il y a tous les compilateurs, mais pas les exemples. Donc si vous voulez partir vraiment de zéro pour faire d'autres tests en disant je veux le même environnement, mais je veux tester avec mon programme ou un truc comme ça, vous pouvez.
Voilà, je Voilà, répète, c'est c'est vraiment ça, comme vous voulez, c'est vraiment le plus versatile possible parce qu'il faut que vous puissiez jouer avec, quoi. il n'y a aucune obligation d'utiliser Voilà. quoi que ce soit. Voilà, vous pouvez jouer dans l'ordre que vous voulez, les exemples que vous voulez, suivant ce que vous avez envie de faire. Donc voilà. Et vous constatez aussi qu'il y a plus d'exemples que potentiellement ce que j'ai présenté que dans le cours, parce que voilà, l'idée c'est aussi que vous ayez plus de choses à faire. Donc voilà, sachant que demain ça sera pire parce qu'il y en a encore plus. Mais voilà, l'idée c'est de donner des choses pour tout le monde, que vous soyez expert ou débutant, au moins vous avez tout ce qu'il faut. Après, Les feuilles sont là, c'est bon, vous allez bientôt avoir vos comptes. Après, c'est des plateformes que vous devrez arriver à voir si vous êtes dans des gros labos qui ont des services informatiques, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Mm. C'est les VRE, c'est les Virtual Research Environment. Ils aiment bien appeler ça comme ça. Ouais, c'est des Docker, quoi, mais avec une interface web. Mais l'idée, c'est ça, c'est les nouvelles UI de calcul ou de développement. Et c'est un peu le truc à la mode au CERN et un peu partout. Donc, si vous avez déjà, enfin, ça va arriver chez vous aussi très vite, quoi. Normalement, c'est la grande mode en ce moment. Ça justifie du financement bien, ça. Donc voilà. Donc si vous avez un problème sur cette utilisation de l'interface-là, vous pouvez venir me voir, je suis derrière là-bas. Et voilà. Et ben bonne Ouais. chance à tous. Merci Et, pour les précisions. Donc, alors moi, c'est vrai que du coup, je triche un petit peu parce que par défaut, si vous arrivez là-dessus, vous n'allez pas avoir de terminal. Parce que moi, du coup, comme j'ai un compte permanent, bah, j'ai un peu de mémoire quand même. Et donc, normalement, si vous allez là-dedans et que vous allez dans Terminal, vous faites New Terminal et il va vous faire popper une fenêtre comme ça et vous pouvez compiler des trucs directement. Donc, que faisons-nous? Bah tiens, allons-y, on va tenter un truc quand même là-dedans. Ah oui, le clic du milieu marche pas, j'avais oublié, ça c'est. Ah oui, c'est vrai. Oui, bah ça dépend. Je fais un mini test. Je vous montre un mini test ou parce que là du coup, donc là typiquement, voyez, je fais un. Bon, c'est du CMake de base. Hein, je fais un build. Je vais dans build. Je fais un CMake. Donc là, il va faire des trucs. Voilà, hop. Là, je fais un make -j, j'en sais rien, 4, ça doit être quelque chose comme ça. Allez, on va faire les choses bien. On va faire un nproc. Ça existe nproc? Oui, ça existe nproc. Vous avez plusieurs cœurs hein, sur ces machines-là. Normalement, il y a 4 cœurs par défaut. Donc, vous pouvez compiler avec un peu plus de cœurs. Vous pouvez tourner des choses en parallèle si vous voulez jouer avec, des choses comme ça. C'est vraiment fait pour ça. Hein. Alors, vous n'avez pas non plus énormément de cœurs, mais 4, c'est déjà bien pour faire des petits tests. Donc là, vous voyez qu'on a tout l'environnement de test qui se lance. Alors, pourquoi on recompile plein de choses? C'est très simple. C'est que des fois on tombe sur du AVX2, des fois on tombe sur du AVX 512, des fois on tombe, voilà. Et je vais pas faire une image par architecture, donc on recompile. C'est une autre méthode, voilà. C'est une quatrième méthode, tu compiles à la volée, qui est une méthode qui est très efficace d'ailleurs si tu n'as pas d'a priori sur. Ah oui, ça qui complète pas, ça c'est chiant. Donc là, je lance les tests de performance automatiquement. Donc là, il va me donner un temps. Bah, je vais le montrer avec la souris, comme ça on va le voir aussi sur l'enregistrement. Donc là, il donne le nombre d'éléments pour le calcul, le temps par élément, le temps total, et il y a même les erreurs, les barres d'erreur, parce que c'est important d'avoir des barres d'erreur quand on fait des tests de performance quand même. Ça permet de vérifier que tout se passe bien. Donc là, il fait ses tests tranquillement. Et donc vous avez pas mal d'exemples comme ça. Avec des tests plutôt faits à la main, avec tous les problèmes que ça pose, et des tests plus automatiques comme ça, avec des programmes qui permettent de faire ce genre de tests. Donc je vous encourage fortement à jouer avec ça, c'est le principe. Hein. Et du coup, voilà. Oui, bah je vais attendre qu'il finisse quand même son petit truc. Et puis oui, une petite chose. Une petite chose quand même. Là, il va vous produire des plots. Alors, tous les programmes de test vont pas vous produire des plots, mais celui-là va le faire. Il se trouve que dans Firefox, on peut pas les afficher, les PNG, mais dans Chrome, on peut, pour une raison qui m'échappe. Et donc, voilà, le truc qui est un petit peu ballot, c'est que là, typiquement, si je vais donc dans mon dossier, alors je sais plus dans qui je suis, ah oui, c'est dans Bench, donc ça doit être lui et lui où j'ai un build. Donc là, j'ai tout mon build qui est en train de se compiler tranquillement. Mon CMake a fait son travail comme il faut.
Et dans performance, voilà, j'ai tous mes résultats de performance. Donc, il continue à faire des trucs et continue à remplir les choses, hein. Et en fait, là-dedans, ce qui est très ballot, c'est, vous voyez, j'ai un PNG, mais je ne peux pas le lire parce que Firefox est pas très coopératif. Mais sur Chromium, ça fonctionne. Euh, mais je préfère Firefox, donc voilà. Et donc, ce que je peux faire, c'est download. Et là, typiquement, voilà, c'est le genre de plot qu'on peut avoir. Donc, on y travaille pour l'instant. Il faut télécharger les plots pour avoir les résultats. Mais voilà, typiquement, le genre de choses qu'on peut faire. Et d'ici pas trop longtemps, je suppose qu'il va arriver au bout de son truc. Et je vais pouvoir vous montrer comme ça comment est-ce qu'on sort de cette histoire. Donc, si vous avez des questions, on a encore un petit moment. Ah, bah voilà. Où ça? C'est très bien, ça permet de meubler. Ouais. Laisse-lui le micro, en fait, ça sera fait. Non, c'est parce que je lisais dans ton cours que tu utilisais par unsec et en même temps tu parlais de GPU. On verra ça demain. D'accord. On verra ça demain. C'est pour ça qu'il y a deux cours, hein. Aujourd'hui, c'est vraiment CPU et demain, c'est la même chose, mais GPU. Avec toutes les subtilités qu'il y a à côté, et c'est pour ça que c'est mieux d'en parler demain. On peut revoir pendant que ça mouline, tes slides du début, là, tu les as pas loin? Ouais, Slide 1 ou 2, un ou deux. enfin au début, Au début, tu veux qui ça? encore, vas-y, continue. Ouais, stop, non, ouais, stop, ouais. On peut faire un sondage. Moi, je ne vois absolument pas la différence entre l'image de gauche et l'image de droite. Ah oui, d'accord. Je vais juste pointer ça. Oui, effectivement, c'est pas une slide pour daltonien, je suis désolé. Là, tu peux pas faire pire. Oui, non, mais c'est vrai, effectivement. Donc oui, Tu vois là, vraiment pas? tous les carrés ont la même couleur. Donc ça se passe bien. Bon, de l'autre côté, tu vas me dire que c'est le cas aussi, mais en fait, ça c'est vert et ça c'est rouge. Voilà, c'est. Oui, les autres slides, bah, si tu veux, attends, où est-ce qu'il est mon. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Tu es. Voilà. Là, tu vois mieux? Là, il y a des différences. Oui. Non, c'est encore pire. C'est encore pire. Non, La vache. tu parles de quoi là? Les couleurs. Les Je suis couleurs. d'accord, mais Enfin, on est censé voir quoi? Toutes les c'est mêmes ça. couleurs, là, ou... Bah non, justement. En bas à gauche, il y a Là, en orange fait, et t'as du orange et du. Là, t'as orange vert, orange vert, orange vert, orange vert, et là, t'as que du orange, et là, t'as que du vert. Non, mais oui, mais fais un effort aussi, voilà. Ah là là, c'est pas possible. Tout à l'heure, à la limite, il y a eu une petite bordure, on pouvait deviner, mais alors là, c'est bon. Bon, bah, je mettrai des bordures, je mettrai des points aussi pour montrer que c'est non, pas mais bon. tu fais juste rouge et bleu, ou enfin n'importe quoi d'autre que orange et vert. Oui, mais rouge et bleu, c'est moche. Ça, le problème. C'est justement le problème. C'est- Toi, tu vois pas la différence, mais c'est moche. Bon, il a pas fini. Ah, il y a les comptes qui arrivent, ça y est. Bon, après, je vais peut-être pas avoir la patience d'arriver jusqu'au bout. Donc, alors moi, j'ai un lien de feignant, mais donc là, l'URL, sous vos yeux ébahis, donc c'est hub/home. Donc, on travaille pour mettre un plugin dans VS Code pour que il sorte tout seul, mais pour le moment, c'est encore expérimental. Et donc, si vous faites ça, vous avez Et donc un là, petit si bout. on fait stock mass server, les données. Exactement. Là, il y a tout qui est tué d'un coup et vous pouvez pas récupérer les informations. Et donc là, si vous faites stop my server, il faut lui laisser un petit peu de temps, voilà, le temps qu'il éteigne le pod. Et là, si vous recliquez sur start, là, vous retrouvez tout le. Ah, ok. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir changer de cours, etc. Faut arrêter le etc., précédent, ouais. faut stopper En le fait, si serveur. vous arrêtez pas un Tu attends cours, 2 jours. si vous démarrez un cours
Oui. que vous fermez l'onglet et que vous vous reconnectez, il va vous remettre sur ce cours parce qu'il n'est pas éteint. Donc, Tu peux ce qui rajouter. fait qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si tu lances ton cours ce matin ou avant la pause, que tu pars en pause, que tu éteins ton ordi et que tu le rallumes et que tu te reconnectes, il va te reconnecter sur le même pod. C'est quand même pratique. Après, si tu attends longtemps, il va se déconnecter parce qu'au bout d'un moment, quand même, voilà. Voilà, au bout d'un moment, il va s'arrêter tout seul. Mais voilà, ça permet de faire des choses. Tu peux rajouter le lien sur l'Indico? Oui, tout est dans l'Indico. Non, le lien pour redémarrer le serveur. Parce que tout le monde, Ah, généralement, tu te retrouves coincé. Tu as essayé un exemple et tu te retrouves coincé sur cet exemple. j'ai pas le lien. J'ai pas le lien pour arrêter. Tu l'as déjà. Toi. Moi j'avais demandé un compte à un moment, donc je l'ai noté quelque part. Hein, donc j'ai pas de papier là. Secours, Jupyter Hub, Home. Si je fais un stop. Voilà. Voilà. Je vous ai rajouté le lien pour arrêter votre Jupyter Hub dans l'Indico. Comme ça, si vous êtes coincé, vous cliquez dessus et hop. Oui, c'est vrai. Moi, je suis administrateur, donc si vous avez un problème, je peux aussi arrêter vos pods si. Oui, bon, voilà. On va se calmer aussi. Hein. Oui, si vous êtes coincé sur un truc, je peux aussi vous donner un coup de main à distance. Mais bon, voilà. Ah non, ça c'est le cours de demain, ça. Hop, c'est ce cours-là. Et donc vous avez aussi ma présentation qui est ici. Bon, elle est déjà dans l'Indico, mais elle est aussi ici automatiquement. Voilà. Et vous n'allez pas le croire, mais on est à Le l'heure. repository, c'est un repository ou c'est plusieurs? Non, c'est dans 5 minutes. Tu as un repository pour chaque cours, c'est ça? Alors, je vais juste faire un clone sur. Alors ça, c'est un seul cours. Alors oui. Production, ça peut être plus simple en fait. Tu clones et l'exécute sur la machine. Alors oui. Alors le truc, c'est que si tu le clones, tu vas avoir la totalité du cours dans les exemples. C'est pas des exemples décorrélés. Donc, si par hasard vous voulez cloner ce truc-là, vous avez ce petit lien ici, le Git repository. Vous pouvez aussi, bon attends, on va le faire dans l'ordre. Vous avez ça, et là vous tombez directement sur le GitLab, le guide de ce cours-là. Donc avec tout, vous avez l'intégration continue, vous avez les tests, vous avez tous les exemples, tout ce qui est généré, tout. Les recettes pour créer les images Docker, pour le faire chez vous, pour être sûr d'avoir exactement le même environnement. Donc voilà. Et accessoirement, je fais de la pub à moi-même, comme j'ai la parole. Si vous cliquez sur la petite maison, vous arrivez sur ma page donc, qui est aussi hébergée au CC, où il y a tous les cours qui sont disponibles. Donc là, typiquement, les cours de l'école, c'est ceux-là. Et un petit peu donc ces deux cours-là aussi pour Grace Scott. Mais vous en avez beaucoup d'autres si vous voulez aussi jouer avec et jouer typiquement plus en détail avec Macao. J'ai rajouté le cours Macao dans l'Indico aussi, donc si vous voulez avoir plus de détails que maintenant, n'hésitez pas à jeter un œil au cours Macao. Vous avez des cours à GitLab aussi pour faire de l'intégration continue, des choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer avec, c'est fait pour.